Bonjour tout le monde. Très content d'être ici aujourd'hui avec vous. Premièrement, qui connaît c'est quoi la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal? Qui sait pas que c'est pas la ville de Montréal? OK. Je fais ça juste comme une intro. Donc, la Communauté métropolitaine de Montréal, on représente les 82 municipalités de la région du Grand Montréal. On part de, c'est ça, de Mirabel sur la couronne nord jusqu'à Mont-Saint-Hilaire sur la couronne sud, Hudson dans l'ouest, puis Contrecœur dans l'est. On intervient en matière d'aménagement du territoire, environnement et aussi risque et résilience face aux inondations, plus particulièrement depuis 2018, la création du Bureau des inondations et résilience climatique. Le Grand Montréal, on est une région, un archipel en fait. On vit à la confluence de trois grands systèmes, donc la rivière du Outaouais, le fleuve Saint-Laurent et la rivière Richelieu. Et aussi, on a une vingtaine de cours d'eau de plus petits gabarits. Tout ça, en termes de superficie, ça fait à peu près 12 du territoire. Donc, le territoire au complet, c'est à peu près 4000 km² de territoire. Si on mesure en termes de longueur de rive, ça fait plus de 1800 km en linéaire. Et là-dedans, il y a 4,4 millions de personnes qui y vivent. Donc, on représente presque la moitié de la population du Québec. Les inondations, c'est pas une chose nouvelle de la région. C'est ça, de l'histoire un peu plus récente, dans les années 70, il y avait deux années assez importantes d'inondation, 74 et 76. Plus spécifiquement, c'était le long de la rivière des Outaouais, la rivière des Mérides, rivière des Prairies, un peu du lac Saint-Louis aussi. Encore plus récent, en 2017, 2019 et aussi 2023, il y avait des inondations importantes surtout, c'est ça, encore la rivière du Outaouais, rivière des Mille et la rivière des Prairies. J'ai aussi sauté par-dessus l'inondation importante en 2011 le long de la rivière Richelieu. Donc, bref, il y avait beaucoup quand même des événements importants du passé. Puis, chaque événement a provoqué une certaine mobilisation en termes de, c'est ça, mieux connaître, c'est ça, l'aléa, inondation. Donc, on hérite un peu de tout ça, de tout ce passé-là. Puis jusqu'à, c'est ça, très récemment, la création du bureau de projet en 2018 à la CMM, on avait encore un territoire avec une méconnaissance, c'est ça, de l'aléa inondation. On avait certains secteurs où on avait uniquement des cotes de crues, d'autres secteurs avec des cartes, mais des cartes des fois qui dataient des années 70, ou certains endroits où il n'y a juste aucune cartographie ni de cotes pour les zones inondables. Ensuite, en 2019, justement, face à cette triste réalité-là, qu'il y avait beaucoup de secteurs qui avaient pas de cartographie ou juste des cotes, et les petits secteurs qui avaient une cartographie de zones inondables, l'événement de 2017 et de 2019 a dépassé les limites de ce qui était décrit comme étant une zone inondable réglementaire sur des cartes. Donc, ce qu'on voit à gauche, c'est la zone d'intervention spéciale qui s'appelle maintenant les territoires inondés en 2017 et 2019. Donc, c'est vraiment une appréciation de l'étendue réelle de où est-ce que l'eau est allée pendant les inondations de 2017 et de 2019. Là, on fait un autre fast-forward. En 2024, le gouvernement du Québec a pris l'excellente décision de dire il faut faire de quoi, il faut modéliser notre cadre en termes de réglementation des zones inondables. Puis on est arrivé avec des cartes de quatre couleurs. C'est ça qui représente l'intensité de l'aléa, donc qui tend de très élevé à faible. L'intensité de l'aléa, c'est défini principalement par la combinaison de la récurrence, donc la probabilité annuelle que l'inondation peut survenir, et aussi la profondeur d'eau. Donc les inondations fréquentes avec beaucoup d'eau, intensité très élevée, inondations peu fréquentes, peu d'eau, c'est ça, intensité faible. Qui a entendu parler des cartes de zones inondables préparées par la CMM l'été passé? OK, beaucoup de personnes. Donc, je veux juste vous préciser, ce n'était pas une décision qui a été prise de façon unanime par moi-même ou même la CMM.
En fait, c'était une décision collective des représentants de la CMM, dont c'est ça, les maires et mairesses qui représentent le conseil de la CMM, qui était prise un peu au dépourvu depuis l'été, c'est ça, le mois de juin où le projet de modernisation a été annoncé. Il y avait une publication et un partage pour la consultation publique d'une quarantaine de documents, mais aucune carte de zone inondable. Donc, notre bureau de projet était très bien équipé pour faire la cartographie. D'ailleurs, c'est ça, on a le mandat pour préparer les cartes avec le projet modernisé pour le territoire de la CMM. Donc, on était capable de sortir assez rapidement les cartographies en suivant des guides méthodologiques qui définissent comment on doit faire des cartes. Et on a fait un premier partage auprès de nos municipalités. C'est ça, un partage non public. Puis les municipalités ont fait face pendant tout l'été de OK, on a cette information-là, les citoyens sont inquiets, on a vu une annonce, il y a de quoi qui se passe avec les zones inondables, qu'est-ce que ça veut dire? Même certains ont tenté de consulter les documents, puis outre avoir peut-être quelques images, c'était très difficile d'avoir une appréciation de l'impact. Donc, la CMM, avec son conseil, a pris la décision de partager ces cartes-là pour avoir une appréciation de l'impact de ce qui s'en vient. C'est ça pour les territoires de la CMM. Donc, je vous pose une question très générique, là. C'est ça, c'est pas un test, mais outre le changement de couleur, qu'est-ce que vous voyez sur les deux cartes? Si on compare la carte de gauche et la carte de droite, c'est quoi le constat général? L'espace. L'espace. Donc, les ondes sont plus grandes. C'est pas une surprise. Passe à la prochaine diapositive. Bon, figé. Ça va aller. Bon. Les ondes sont plus grandes. Pourquoi les ondes sont plus grandes? Je vais dire juste une première chose. Il est très normal qu'une carte réglementaire aille au-delà de ce qu'on a vécu par des inondations, c'est ça, même récentes. Pour la simple et bonne raison, on ne veut pas augmenter la vulnérabilité du territoire avec, c'est ça, justement en construisant ou en, c'est ça, augmentant la vulnérabilité des secteurs qui pourraient potentiellement voir de l'eau. Euh, Quand même, la plupart des citoyens, ils s'attachent à ce qu'ils ont vécu. Je pense que c'est un comportement humain très normal. Donc, je pense que pour beaucoup de citoyens, c'était quand même déjà une grande surprise de dire, OK, surtout, il y avait plein de personnes qui étaient installées en dehors de la zone inondable connue. C'est ça en 2017, qu'ils ont vu de l'eau. Ça, c'est un premier constat. Puis, donc, ces gens-là sont déjà un peu plus sensibles, ils ont déjà vu de l'eau. Mais il y a d'autres personnes qui sont au-delà de, c'est ça, des inondations vécues par le passé. Donc, comment ça s'explique? La première chose, c'est ça, on a augmenté, c'est ça, on vise maintenant une récurrence, c'est ça, 350 ans. Donc, une probabilité annuelle autour de 0,3%. Historiquement, avant, on allait jusqu'à une récurrence 1 dans 100 ans. Donc, c'était une récurrence annuelle à peu près de, c'est ça, autour de 1%. Premier constat. Donc, ça, c'est normal, très normal que la récurrence, on vise des inondations encore moins fréquentes. Donc, c'est une enveloppe encore plus grande. Deuxième constat, juste par l'analyse fréquentielle, c'est ça, l'analyse statistique. Si on tient compte des inondations importantes de l'histoire très récente, donc 2017, 2019 et aussi 2023, nécessairement, ça a un impact qui fait en sorte que les ondes sont plus grandes. Euh, un autre constat qui est caché un peu plus dans les détails, mais je ne sais pas combien de personnes ici ont expérience dans ces statistiques, mais juste même des niveaux de base. Je m'inclus dans le niveau de base. Mais si on a peu d'années, c'est ça d'échantillons, là, c'est ça. Puis on doit faire l'estimation de la récurrence 1 dans 350. Puis je vais vous donner un exemple pour la région, c'est ça, aux abords de la rivière du Outaouais et le fleuve Saint-Laurent. On tient compte à peu près de l'historique à partir de 1980. Donc, ça fait 45 années de données. OK? Donc, on doit estimer quand même, puis on peut faire toutes sortes de choses en statistique. Puis on peut sortir un chiffre, c'est ça, de la probabilité 0,3%, donc le 1 dans 350, sur 45 années de données. Si on veut estimer, exemple, une récurrence 1 dans 2 ans, donc 50% de probabilité annuelle sur 45 ans de données, c'est ça, on a beaucoup plus de certitude que sur le 350. Donc, c'est juste un cours de stats
très de base, puis Mathieu, il pourra dire que corriger mes folies après. Ouais, ouais, c'est important de c'était bref. Ensuite, le gouvernement du Québec aussi a voulu avoir une appréciation de l'incertitude liée au changement climatique. C'est une réalité qu'on doit conjuguer avec, mais encore là, c'est ça, il y a toutes sortes de modèles qui existent, puis c'est une science qui est en pleine évolution, un autre niveau d'incertitude. L'archipel, en parlant de la rivière du Outaouais, le fleuve Saint-Laurent, ce sont deux, c'est ça, systèmes qui sont gérés. Le fleuve un peu plus que la rivière du Outaouais. Puis le gouvernement du Québec aussi, avec son guide météorologique qui détermine comment on doit faire des cas, a aussi voulu dire qu'on doit intégrer un facteur qui peut tenir compte de la possibilité que ces systèmes-là, gérés, ne puissent pas avoir une atténuation de la crue. Pour plusieurs raisons. La plupart de ces systèmes-là ont été conçus pas pour gérer des crues, mais c'est ça, pour des fins hydroélectriques et d'autres. Puis aussi, la conception, ça date quand même si on parle de l'Outaouais, il y a certaines installations qui datent de quasiment 100 ans. Aussi, des changements climatiques, il va y avoir plus d'eau dans le système, donc ça se peut que cette atténuation-là soit restreinte. Raison de plus pourquoi les ondes sont plus grandes. Ensuite, c'est ça, comme je mentionnais plus tôt, les personnes qui ont vécu les inondations récentes ont quand même une sensibilité plus accrue que personne, c'est ça, qui a pas vécu une inondation. Cela dit aussi, avec l'arrivée c'est ça, de la nouvelle zone 350 ans et aussi d'autres paramètres pour définir l'aléa inondation. Donc, une carte de zone inondable, c'est plus juste une carte binaire, est-ce que je suis en zone inondable ou pas, mais le pourquoi et l'intensité de l'aléa pour arriver c'est ça, de très élevé à faible. On tient compte, entre autres, de la profondeur de l'eau, au-delà de juste la récurrence, mais aussi des facteurs que je viens de dire aussi qui ont un impact quand même sur la cartographie, les changements climatiques et l'atténuation restreinte des systèmes gérés. Ce que je mentionnais tantôt, mais c'est encore important de le dire. Donc, l'ajout d'un 350 ans statistique avec certaines faiblesses que je viens de vous expliquer versus ce qu'on a vécu. Encore une fois, les êtres humains sont très, très pigés un peu dans une réalité. J'ai vu ça, donc c'est une réalité, je le connais. Et le grand constat, c'est ça, c'est ce qui n'était pas perçu comme étant un risque, le devient par la nouvelle cartographie de zone inondable. Puis encore une fois, il est très normal pour une carte réglementaire d'avoir des zones qui aillent au-delà de ce qu'on a vécu. Quelques chiffres, une fois qu'on a vu les cartes, première question qui se pose, s'il y a une zone inondable, puis c'est en milieu naturel, c'est ça, il y a très peu d'impact. Et même, c'est très normal. C'est même un impact positif souvent. Si on s'intéresse au cadre bâti, donc combien de bâtiments se retrouvent dans chacune des classes d'intensité de l'aléa? Donc, c'est ça. Voici les chiffres. Le chiffre à retenir, c'est surtout, c'est ça, c'est 16 000, à peu près 500 sur l'ensemble. C'est ça, de toutes les classes d'intensité de l'aléa. Et aussi, juste vite fait, si vous regardez les classes élevées et très élevées qui ont des contraintes quand même pas mal plus importantes que la faible et modérée, on est à peu près à la moitié. Donc, la moitié des bâtiments qui se retrouvent dans la zone élevée et très élevée sur l'ensemble de la cartographie préliminaire préparée par la CNI. Ensuite, c'est ça. Le premier constat, c'est on estime c'est ça une augmentation du nombre de propriétés résidentielles en zone inondable de l'ordre de 80 à 100 Donc, souvent, c'est ça, on a vu le nombre a doublé. Euh, Aussi, parmi les constats premiers, c'est ça, de nombreux citoyens qui étaient en zone inondable de faible courant. Donc, si on se rappelle de l'ancien cadre, c'est des secteurs où c'est ça, on pouvait quand même construire, et avec certaines contraintes, puis surtout que le bâtiment soit adapté. Ces immeubles-là deviennent dans la zone d'exposition très élevée ou élevée avec les contraintes quand même importantes. Le dernier constat, ce que j'ai dit auparavant déjà, de nombreux citoyens qui n'étaient pas du tout en zone inondable le deviennent, puis directement dans la zone élevée et très élevée avec des contraintes importantes. Ensuite, Ouais, tu veux ah, continuer. Donc ça, une fois que les cartes... ouais, j'avais une chose. Non. On sait pas assez rodé, c'est ça le.
pour céder la parole. Donc, prochaine question, après, combien de bâtiments qui se retrouvent? Ils sont où? Ça représente combien d'argent en valeur foncière? Encore une appréciation très froide, très économique, mais je pense que ça met un peu la table pour le reste. Donc, c'est ça, l'ensemble c'est ça des secteurs qu'on a étudiés dans la carte préliminaire. On se retrouve au-delà de 10 milliards. Encore une fois, c'est la valeur foncière et non la valeur marchande. Et à peu près 60% de cette valeur-là se retrouve dans les zones élevées et très élevées. Donc, c'est une autre façon d'avoir une appréciation, encore une fois, très froide, très économique, mais de l'impact, c'est ça, économique de la nouvelle cartographie de zone inondable. Cette fois-ci, c'est la parole à mon collègue Foucault. Donc, une fois que les cartes préliminaires que mon collègue a présentées ont été publiées, très rapidement, les municipalités ont demandé à la CMM de co-animer des séances d'information publique auprès des citoyens. Puis ça, les citoyens, c'était assez complexe pour eux de comprendre justement pourquoi est-ce que les zones inondables sont plus grandes que ce qu'ils ont vécu par le passé. Donc là, par exemple, à l'écran, on vous a mis quelques exemples de citations qui sont assez récurrentes et assez entendues lors des séances d'information publique. Par exemple, cette personne qui nous dit qu'avec les anciennes cartes, ma maison n'était pas en zone inondable et maintenant je me retrouve dans une zone rouge, donc dans une classe d'intensité très élevée. Ou encore Estronian qui peut nous dire je n'ai jamais été inondé, donc je n'ai jamais été dans la zone d'intervention spéciale, je n'ai jamais vu l'eau. Donc pendant les inondations, par exemple, de 2017, 2019, 2023. Pourtant, dorénavant, avec une nouvelle carte, je me retrouve dans une zone élevée. Puis on a eu aussi beaucoup de questions au sujet des assurances, de l'impact avec les prêteurs hypothécaires. Donc, par exemple, cette personne qui nous dit, il y a 2 ans, j'ai construit ma maison en toute légalité au bord du lac des Deux Montagnes. Est-ce que je vais toujours pouvoir assurer ma maison à présent que je suis dans une zone inondable? Donc, comme mon collègue le mentionnait, ce travail de mise à jour des cartes est vraiment essentiel et important parce que l'aléa évolue de temps en temps avec différents paramètres, dont les changements climatiques. Mais il y a vraiment quand même souvent parfois une incompréhension des différents paramètres par les citoyens et aussi des préoccupations qui nous ont été vraiment formulées à plusieurs reprises. Cet impact-là aussi, il se traduit par l'économie du marché résidentiel. Il y a plusieurs citoyens qui nous ont dit que quand ils voulaient vendre leur propriété, par exemple, des transactions immobilières ont été annulées ou avortées, justement à cause du climat d'incertitude des nouvelles cartes de zone qui vont apparaître. Puis, traditionnellement, quand un acheteur acquiert une propriété, donc c'est d'une part pour se loger, mais c'est aussi dans une perspective de faire accroître la valeur de son bien dans le temps, donc de se servir de cette propriété comme un placement, mais aussi, si jamais l'acheteur dans le futur devient un vendeur, de pouvoir dégager une certaine valeur ajoutée. Puis dans cette équation aussi, il y a le rôle des prêteurs hypothécaires qui rentrent en jeu. Pour un prêteur hypothécaire, le bien immobilier, c'est aussi un gage, c'est aussi une garantie pour son prêt. Donc, dans cette relation entre acheteur, vendeur et prêteur hypothécaire, il y a vraiment une notion de confiance qui s'installe dans le cadre du marché résidentiel. Et cette confiance-là, elle dépend de différents paramètres. Donc là, à l'écran, vous en voyez quelques-unes. Donc d'abord, l'un des premiers paramètres, c'est la sécurité physique du bien. Donc c'est-à-dire, est-ce que la propriété que je veux acheter ou que je veux vendre se situe dans une zone inondable qui a été identifiée? Est-ce que ma propriété est aussi vulnérable à l'inondation? Donc là, ça renvoie vraiment aux caractéristiques du bâtiment en tant que tel. Est-ce que mon bâtiment a un sous-sol habité? Est-ce que les matériaux sont résilients ou non? Ça dépend aussi de l'historique. Est-ce que le bâtiment a été inondé et sinistré par le passé? Le deuxième paramètre, c'est également la sécurité financière du bien en cas de sinistre. Donc là, je l'ai un peu évoqué avec le prêteur hypothécaire, mais c'est de s'assurer que le propriétaire soit en capacité de rénover son bien après l'inondation, après le sinistre, de le remettre en état. Ça dépend aussi des mécanismes d'indemnisation. Donc en cas de sinistre, est-ce que le propriétaire peut aller saisir des assurances ou des programmes d'indemnisation publique? Puis l'autre question qu'on interroge également, c'est les conditions d'appréciation du risque. Est-ce que ces conditions-là vont rester stables dans le temps ou est-ce qu'au contraire, elles vont évoluer? Donc avec des zones inondables qui vont évoluer, qui vont s'agrandir. Donc c'est une question qu'on pose ici. Puis finalement, face à cette notion de confiance, quels sont les différents comportements que les acteurs peuvent adopter? Donc là, quand on parle d'acteurs, on parle aussi bien des acheteurs, des prêteurs, des assureurs, des propriétaires, les gouvernements, les municipalités. Puis dans le fond, ce qu'on présente par la suite, c'est différents paramètres, différentes stratégies qui pourraient être mises de l'avant
pour gérer les conséquences d'un risque qui évolue dans le temps. Donc, l'une des premières possibilités que vous voyez ici, c'est de laisser faire. Donc, c'est laisser les stratégies se déployer et les porteurs en subir les conséquences. Donc, c'est un peu une notion de statu quo. Le second point, c'est d'avoir une intervention publique qui soit intensive. Donc, ça passe aussi bien par un programme d'indemnisation publique ou par un vaste régime de relocalisation. Puis sur cette notion-là, on a eu plusieurs signaux par le passé. On l'a déjà évoqué, mais par exemple, en 2019, il y a eu l'introduction d'un plafond d'indemnisation à vie, donc dans le programme général d'assistance d'aide financière. Donc ça, c'est pour éviter que des bâtiments qui sont inondés de façon répétée, que le bâtiment puisse avoir des indemnisations à répétition. Donc c'est l'introduction d'un seuil, d'un plafond limite. Le point aussi, c'est la protection collective. Donc c'est une autre stratégie qui peut être mise de l'avant. Donc là, en termes de protection collective, on entend par exemple, on sous-entend les ouvrages de protection contre les inondations, donc par exemple les digues. Mais là, il y a plusieurs problématiques qui peuvent rentrer en compte. C'est que les digues, c'est pas forcément une solution qui est pertinente partout, donc notamment pour les petits bassins versants ou les petits cours d'eau. Si on se met à endiguer des grands linéaires de cours d'eau, ça peut potentiellement transposer le problème de l'amont vers l'aval. Donc ça peut créer des situations aggravantes plus en aval. Puis la construction de digues, c'est aussi des opérations qui sont coûteuses. Puis parfois, dans une logique d'analyse coût-avantage, la construction d'une digue, ça peut aussi justifier en fonction de la densité des bâtiments qui sont protégés par la digue. Donc là, on compare le coût d'investissement par rapport au coût des dommageabilité pour justifier la construction de tels ouvrages. Puis enfin, après la construction d'une digue, le risque n'est pas nul. Il y a toujours un risque résiduel qui existe. On l'a déjà vu avec Saint-Pierre-sur-le-Lac en 2019 avec la rupture, on l'a vu à Baie-Saint-Paul, on l'a aussi vu à l'international comme avec Katrina en 2005 aux États-Unis. Donc il y a toujours la question de responsabilité de l'ouvrage, qui l'entretient, qui le surveille, qui l'inspecte. Et si jamais il y a un problème avec l'ouvrage, si jamais il y a un bris, une rupture, qui est responsable de l'ouvrage? Une autre avenue qui peut être aussi étudiée, c'est la protection des bâtiments individuels. Donc, sur la planche suivante. C'est d'accroître la résilience et la protection du cadre bâti. Donc, par exemple, il y a beaucoup de projets en ce moment avec Architecture sans frontières Québec qui fait un guide et un référentiel sur les solutions innovantes pour protéger les bâtiments aux inondations. Donc, pour qu'il y ait vraiment une confiance technique dans les mesures d'immunisation et de résilience, il faut vraiment que ces mesures soient reconnues par les différents acteurs qu'on a mentionnés précédemment. Il faut aussi qu'il y ait une prise en compte des caractéristiques du cadre bâti, car chaque bâtiment a ses propres vulnérabilités. Donc, par exemple, si on voit ici sur l'exemple d'une maison qui est surélevée, et forcément, plus la maison est grande, plus la maison en détache, cette solution-là de surélever le bâtiment peut être complexe. Il faut aussi que la réglementation le permette. Brent a mentionné précédemment différentes classes d'intensité de l'aléa, mais ces classes-là ont chacune des réglementations qui sont spécifiques. Et plus les classes d'intensité sont élevées, souvent c'est une gestion qui peut empêcher la mise en place de mesures résilientes, comme par exemple des remblais ou certaines mesures de protection. Donc il faut que le cadre réglementaire puisse permettre d'immuniser le bâtiment. Puis il y a aussi la notion du partage des coûts et des mécanismes pour reconnaître les mesures qui sont mises en place. Donc, sans vendre le punch, mais ça, on entend beaucoup parler de certificat de résilience. Donc, à savoir si on adapte un bâtiment, comment est-ce qu'on peut faire reconnaître cette résilience-là? Donc, dans une logique aussi d'avantage à la fois pour le propriétaire qui minimise son bâtiment et qui puisse faire reconnaître son adaptation pour faire valoir son droit auprès des assurances dans le cadre d'opérations immobilières, par exemple. Donc, pour conclure, la cartographie de l'aléa, c'est vraiment une première étape. Il faut aller au-delà de la cartographie de l'aléa. Une fois que la carte de zonage est sortie, il y a toute la question réglementaire qui s'en vient et tous les impacts que ça peut avoir auprès des propriétaires. Donc ça, c'est une notion importante. Puis dans le cas du Grand Montréal, c'est aussi un territoire qui est déjà densément urbanisé. Donc la question de gérer l'existant, Brent a présenté le chiffre précédemment, c'est près de 16 000 bâtiments qui sont déjà en zone inondable. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces bâtiments-là? Puis on doit aussi concilier avec des enjeux de territoire comme si on veut tout relocaliser, il faut aussi qu'on ait un enjeu avec protéger les zones naturelles, les zones agricoles. Il y a aussi des objectifs de densité qui sont fixés, par exemple, dans le plan métropolitain d'aménagement et de développement. Donc c'est toutes ces notions-là qui sont à concilier.
Il y a aussi des connaissances à parfaire ou à mieux connecter aux décisions stratégiques et opérationnelles à prendre. Donc, par exemple, mettre à jour nos analyses d'impact économique du risque d'inondation. Donc, c'est aussi pour, dans une logique d'analyse coût-avantage, de pouvoir identifier les meilleures solutions à mettre en œuvre en fonction des dommages évités et de ce qui est exposé. C'est aussi de clarifier nos attentes et notre confiance envers la recherche de la résilience et de la protection. Donc, c'est trouver les meilleures solutions de résilience et d'adaptation au bâtiment et de pouvoir les faire reconnaître. Et donc, ça, c'est aussi se doter des mécanismes pour transmettre cette confiance aux différents acteurs qu'on a mentionnés dans le courant de la présentation. Est-ce qu'il y a des questions?